Salut, c'est Matt et c'est la 29e fois qu'on se retrouve pour unboxer des comics ensemble avec un carton où il y a marqué dessus que c'est des comics. Hein. Alors ça, c'est quand même plutôt bien trouvé. Le concept maintenant, ça va faire la 29e fois que je vais vous le raconter. Et donc, vous êtes capable, vous aussi, normalement, de le raconter par cœur au bout d'un moment. Et le concept, c'est qu'au mois d'août dernier, j'ai déménagé et donc j'ai dû mettre tous mes comics dans des cartons. C'est plus facile pour les déménager que de les prendre un par un. Et donc ces cartons, on les déballe ensemble. C'est le unboxing de ma collection de comics. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans, à part du papier d'emballage? Je vois apparaître des numéros de Comic Box dont on va parler dans quelques instants. Mais on va commencer avec les Batman Aventure et Gotham Girl. Du coup, Batman, les nouvelles aventures et Gotham Girl, voilà, sont des bandes dessinées qui reprennent les codes graphiques de la série animée Batman, la série de quand on était petit, de Paul Dini et Bruce Timm. Et du coup, ça nous fait des BD dans cet univers-là. Ça marche pas mal et surtout, c'est des BD qu'on peut lire même quand on est un peu plus jeune. Et des BD jeune public, c'est con, mais il n'y en a pas énormément. Des BD que tu peux filer à un enfant de 8, 9, 10, 12 ans. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la mode. Donc, cette collection permet de le faire. Donc, il y a Batman, les nouvelles aventures 1. Il y a aussi Batman, les nouvelles aventures 2. On a Batman Aventure, volume 1. Gotham Girl, qu'on a vu, donc là qui est un tome unique, et puis la suite de ces tomes sont peut-être quelque part, je sais plus où j'en suis dans cette collection. On a aussi un bouquin qui s'appelle Second, qui est le bouquin de Brian Lee O'Malley, et Brian Lee O'Malley, c'est marqué dessus, c'est le type qui a fait Scott Pilgrim, et ça sort chez, je ne sais plus, chez Dargo, voilà, directement. Et donc du coup on retrouve l'ambiance graphique qu'on pouvait avoir dans les épisodes de Scott Pilgrim, et là l'histoire c'est celle de cette jeune fille qui veut être cuisinière, qui ouvre un resto et en fait qui se rend compte qu'à chaque fois qu'elle fait un mauvais choix, il suffit qu'elle mange un champignon et qu'elle se couche, et le lendemain quand elle se réveille, ce choix n'a pas été fait, elle a fait le choix inverse, et donc elle a l'opportunité de défaire tous les mauvais choix qui se font dans sa vie, et elle va user et abuser de ce pouvoir, ce qui ne va pas du tout plaire à son elfe de maison, à l'esprit de la maison, et du coup moult péripéties vont découler de tout ça. C'est sympa, mais ça ne vaut pas Scott Pilgrim. On a des kiosques de Urban Comics avec le Suicide Squad Rebirth 1 et le Batman Rebirth numéro 2. Je suis pas très kiosque, mais en général, quand il y a un relaunch comme ça, j'achète les 1, 2, 3, 4, 5 premiers, histoire de voir ce que ça a dans le ventre. Et donc, voilà, j'avais acheté cela. On retourne sur le format... le format des BD Batman Aventure avec le Batman et les Tortues Ninja qui est sorti dans la même collection. Du coup c'est Urban Kids, donc ça vous fait encore une fois des gros bouquins souples. Voilà, et Batman et les Tortues Ninja, ça c'est le premier qui est hyper bien. Et il y a le deuxième qui est sorti il y a quelques mois après, et qui s'appelle Batman et les Tortues Ninja Aventure, et qui du coup est un peu plus cartoonesque. Celui-là est plus comics, j'allais dire adulte, mais plus comics moderne quoi. Et ça marche hyper bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'est pas que un truc un peu concon, c'est le prétexte. Le prétexte est un peu bateau, mais l'histoire et la rencontre entre les persos fonctionnent bien. Bref, on va passer rapidement, parce que je vais pas vous faire l'inventaire des articles qui sont dans ces magazines de Comic Box. Voilà. Donc on a les Comic Box numéro 29. On va commencer par le début. Comic Box numéro 13, parce que les 12 premiers sont dans une petite boîte que je vous montrerai peut-être à l'occasion. Comic Box 14, Comic Box 15. Là on est en décembre 1999. Comic Box, on était en septembre 1999, Comic Box 16, Comic Box 17, Comic Box 18, là on est en décembre 99, ça y est, on y est. Et là, voilà, nous sommes en janvier 2000, bienvenue dans le 21e siècle avec le numéro 19 de Comic Box, suivi du numéro 20, le numéro 21 avec Aria et Angela en couverture, le numéro 22, numéro 23 de ce magazine, puis le numéro 24, le numéro 25 avec Danger Girl, numéro 26 avec Battle Chaser, numéro 27 avec Spawn, numéro 28 Spider-Man et numéro 29 avec Arcanum. Non d'ailleurs pas du tout, puisque c'est Cross-Gen, c'est Mystique la série, c'est marqué dessus, et ça c'est le logo de Cross-Gen. Tout ça, Arcanum, Cross-Gen, on a eu l'occasion d'en parler dans les précédentes émissions, donc n'hésitez pas à mater les replays.
Qu'est-ce qu'on a? Il y a le preview de Infinity. Du coup, c'était un petit sampler sorti par Panini au moment de la sortie du crossover. Infinity, ouais, c'est incroyable. Hein, je sais. C'est très très surprenant tout ça. On a du kiosque avec le Justice League Universe hors série. Je ne saurais plus. Si, c'est le moment où il fabrique son gant, où il redevient Parallax, ou bon bref, c'est Al Jordan qui fait des conneries. Qu'est-ce qu'on a? On a, oh là là, il y a alors, la Justice League, donc vous le voyez depuis tout à l'heure, donc on va éliminer ce bouquin. Donc la Justice League of America en réed chez Urban Comics, c'est donc la version de Grant Morrison et dessinée par Howard Porter, c'est ça? Qui sortait dans les kiosques Justice League de Semic. Donc techniquement c'est un peu les Justice League de quand j'étais petit, en tout cas ça fait partie des premiers Justice League que j'ai lus. Ces épisodes là sortaient dans Strange, dans la nouvelle version de Strange à l'époque, quand Semic a perdu les droits de Marvel et qu'ils se sont mis à mettre du DC dans leur magazine pour continuer à faire les magazines. Donc c'est au début, à l'arrivée de Marvel France. Tout est mélangé, il y a du Ankama, il y a aussi du Valiant avec The Eternal Warrior. Donc l'univers Valiant est habité par 3 frères qui ont des pouvoirs. Il y a Armstrong, que vous avez vu dans Archer and Armstrong. Il y a Ivar the Time Walker qui peut voyager dans le temps, et donc le guerrier éternel qui affronte des menaces et doit protéger régulièrement au fil du temps une géomancienne. Et ben donc on va suivre les aventures de ce personnage qui se bagarre au fil des époques. C'est pas mal, mais c'est pas la plus intéressante des séries consacrées à ces frangins. Toujours dans ce carton, on va avoir du Fear Agent avec le hors-série La légende d'un Fear Agent, le volume 2, et le volume 1 doit être quelque part. Fear Agent, c'est donc une série complète en 2 volumes avec un numéro supplémentaire. Ça raconte l'histoire de Ed Houston, qui est un chasseur d'extraterrestres, et c'est un peu un loser magnifique. C'est dessiné par Tony Moore et par Acuna, Jérôme Peña, pas du tout Acuna, donc Jérôme Peña. C'est écrit par Rick Remender, c'est une œuvre de jeunesse de Rick Remender, et c'est tout à fait réjouissant et formidable. Si vous aimez l'aventure un peu avec des extraterrestres et des barres louches à la Star Wars, mais en même temps le côté loser magnifique de ce personnage qui finalement était alcoolique au début de l'histoire, qui a perdu sa famille et tout. Voilà, c'est un truc d'action, d'aventure et d'extraterrestre qui va à 100 à l'heure. Et puis il y a du coup les légendes d'un Fear Agent, qui sont en fait des histoires courtes réalisées par plein d'auteurs dans l'univers de Fear Agent, et parmi lesquelles il y a un des premiers boulots, si ce n'est le premier boulot professionnel de Paul Renaud, qui nous a dédicacé cette magnifique page. Du coup, voilà la petite casse-d'aide de Paul Renaud qui fait plaisir pour Matt, réalisée en 2017. Donc voilà, ça c'est des histoires courtes. Évidemment, Fear Agent, les 3 volumes sont sortis chez Aquileos. Je vais virer le carton, ce sera beaucoup plus simple, facile et lisible, mais on va pas le virer sans le vider. On a du Urban Comics qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Panini. Il y a du 100% de Panini là-dedans. Il y a du Marvel Now. Tac. Il y a 1,5 tonne de plein de choses. Tac. Et on a un petit carton vide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'album Les 20 ans de Panini, le retour en images, dans lequel on a des résumé de ce qui s'est passé, de l'histoire éditoriale de Panini depuis sa création en 98 ou 97, enfin bref, oui 97 c'est l'année dernière, super. On a le Nailbeater donc qui sort chez Glénat, ça doit être le tome 3 puisque c'est marqué dessus. Nailbeater, c'est une série dont il y a 5 volumes qui sont sortis pour l'instant, et en fait ça raconte l'histoire d'un bled dans lequel il y a plein de tueurs en série qui émergent. Et donc on va suivre une enquête, un duo d'enquêteurs qui doit essayer de comprendre ce qui se passe dans ce bled et pourquoi il y a autant de tueurs en série qui naissent dans ce bled. Et pour ça, ils vont devoir s'adjoindre les services d'un tueur en série qui s'appelle le Nailbeater, donc le rongeur d'ongles. Et donc voilà, c'est ces flics qui doivent travailler avec un tueur en série pour identifier le problème et ce qui fait que les tueurs en série viennent de ce bled là. C'est hyper bien, ça fait partie des excellentes séries du catalogue Glénat Comics, et donc Nailbeater, c'est quelque chose que je vous conseille. On a Giant Days du coup qui est sorti chez Aquileos. Giant Days, c'est l'histoire de 3 ados
qui découvre la vie universitaire, ça fait un peu chronique de vie. On va pas y aller par quatre chemins, c'est pas du tout ma cam. Ça plaît beaucoup à des gens que j'admire, que je respecte et pour lequel et dont j'écoute les conseils. Je pense à Chris de Comics Race par exemple, qui est un gros fan de cette série. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je pense que j'ai pas vécu moi la fac, j'ai pas vécu ces années étudiantes, et je pense que voilà, ça me parle pas, ça fait pas vibrer de cordes sensibles pour moi, ça me fait pas hurler de rire comme certains. Voilà, c'est pas du tout ma cam. Après, ça arrive, c'est peut-être très bien. Je veux bien croire que c'est très bien, mais pour le coup, c'est pas ma cam. On a des tomes estampillé Marvel No avec ce très beau dos blanc. Du coup, dans l'univers de Secret War, on a la série Civil War, on a la série principale Secret War, donc qui est le gros crossover qui a redéfini les règles de l'univers Marvel. Secret War, c'est pas mal, c'est l'histoire d'un multivers en fait qui a été constitué au moment où l'univers classique Marvel s'est mis à chevaucher l'univers Ultimate, et donc pour ne pas que ces univers se détruisent, on a vous comprendrez qui a fabriqué cette espèce de terre un peu patchwork en fait. C'est l'aboutissement du travail de Jonathan Hickman sur la saga, sur Avengers et Uncanny Avengers, et puis avec il reprend des éléments qu'il avait utilisés dans les séries Ultimate et notamment dans Ultimate Fantastic Four. Voilà, c'est sympa, ça marche pas mal. Encore une fois, la résolution se fait un peu facilement. Ça aurait mérité, je sais pas, des trucs en plus. Quand on lit des comics depuis longtemps, ça fait un peu redite en fait. Mais objectivement, c'est très beau et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera pas le truc du siècle parce que c'est pas innovant, mais c'est pas mal. Et du coup, dans cet univers Secret War, on pouvait avoir des séries qui se passaient sur chacun de ces mondes. Le monde de Allman Logan, le monde de Civil War. Donc c'est une suite à ce qui est le crossover Civil War. Une suite imaginaire de ce qui aurait pu se passer ensuite. Du coup, c'est écrit par Charles Soule et ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà. On a The Mighty Thor. Donc qui est l'apparition de cette nouvelle Thor, parce que maintenant Thor est une femme. Donc celui-là c'est le tome 2 et celui-là c'est le tome 1. La série est pilotée par Jason Aaron. Elle va changer de nom et repartir sur un nouveau numéro, mais c'est la suite de la série. Ça c'est les joies des publications qu'on appellera à la Panini, hein, parce qu'il faut à un moment trouver une solution pour suivre ces trucs là et c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, Thor femme par Jason Aaron, c'est assez intéressant et c'est hyper bien, et ça joue en plus avec des concepts genre le dieu de la foudre, c'est un gros viking plein de muscles et d'un seul coup il est plus capable de soulever son marteau quoi, et c'est une petite gonzesse qui va elle y arriver, et là on a Thor Odinson qui est plus capable de lever le marteau. Et il va falloir que ce soit cette meuf dont on ne connaît pas pour l'instant l'identité au début de la série qui lève le marteau. Et en fait, cette meuf et son contexte humain sont hyper intéressants. Et voilà, ça joue avec plein de trucs intéressants. Après, ça parle encore de folklore asgardien. Il faut que ce soit votre truc pour que vous vous adhériez complètement à cette série. On a beaucoup vu Dave, publié par Ankama au label 619. Je me souviens plus de quoi ça parle, Dave, mais je me souviens que ça m'avait laissé un bon souvenir et que c'était cool. Et en revanche, c'est un tome 1, non, je savais bien que c'était un peu court et que ça me laissait un goût de pas fini. Par contre, on va pas se baratiner. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Et je sais que Bertrand de l'Intrépide, le libraire du Mans, n'avait pas plus aimé que ça cette série et que ça nous avait valu quelques débats enflammés parce que je trouvais ça vachement bien et lui non. Mais après voilà, on va en rester là. Space Mullet, sorti chez Achilleos. Ça c'est hyper bien, c'est l'histoire d'une bande de routiers de l'espace en fait. Et graphiquement, moi j'adore ce côté noir, blanc et bleu. Et voilà, et après, bon, voilà, c'est une histoire dans l'espace avec des monstres, avec des enjeux, avec ce genre de trucs. Et ça marche hyper bien, Space Mullet. Et du coup, pareil, c'est. Là, c'est un tome 1. Oh, dis donc, c'est un tome 1. Le Daniel Warren Johnson. Voilà, ça c'est cool. Lisez-le. Sheltered, toujours chez Achilleos. Shelter, c'est un bouquin écrit par Ed Brisson. Et en fait, ça raconte c'est l'histoire d'une bande de survivalistes qui sont persuadés que la fin du monde est imminente et donc qui vont
qui préparent leurs ressources et qui vont tous se foutre dans leur abri dans lequel ils ont préparé de la nourriture, des armes et tout ce genre de choses. Et en fait, leurs gamins vont se débarrasser des parents parce que s'ils n'ont pas à partager les ressources avec leurs parents, finalement, ils peuvent survivre plus longtemps. Et donc il y a deux groupes de gamins qui vont se former parce qu'il y en a qui pensent que c'est débile de faire ça et d'autres qui pensent que puisque la fin du monde va arriver, c'était un mal nécessaire. Et donc il y a les enjeux entre les gamins qui nous occupent au cours de cette histoire et il y a aussi est-ce que la fin du monde arrive ou pas, vraiment? Et donc, les réponses à ces questions, vous les aurez en lisant Sheltered. Fallait-il se débarrasser de sa famille et la fin du monde arrive-t-elle vraiment? Ou est-ce que c'est uniquement de la pression due à des farfelus un peu illuminés? Voilà, ça s'appelle Sheltered, ça sort donc chez Aquileos. C'est complet en un tome. Et ça, pareil, c'est assez cool et hyper bien. Ça fait une très bonne lecture de vacances. Moi, je l'ai lu à la plage, ce truc-là. On a les Daredevil de Charles Soule avec le Daredevil volume 1, parce que ça s'appelle 1, et puis le Daredevil numéro 2. Ça sort pas dans la collection Marvel Now blanc, mais ça sort dans la collection 100% Marvel, donc c'est des dos gris. Et Daredevil, ça reste une valeur sûre. Dans celui-ci, Daredevil va se prendre un sidekick, donc un assistant qui va l'aider. Et puis ça, c'est la suite, et je me souviens plus, voilà, de quoi ça parle. Encore une fois, les trous de mémoire, c'est passionnant. Mais ça fait longtemps que c'est en carton tout ça, et que je les ai pas refeuilletés, relus, repris des suites et tout. Mais c'est pas mal. Le Daredevil de Charles Soule. Ce sera pas le Daredevil de Bendis, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. On a le Deadpool Secret War. Alors ça c'est pareil. Ça sort dans la collection 100% Marvel à dos gris. Par contre, c'est des épisodes qui se déroulent dans Secret War, donc ça pourrait appartenir à la même collection que ça, sauf qu'il n'y a pas marqué Secret War sur le Deadpool, mais que pourtant ça se passe dans l'univers de Secret War, parce qu'en fait c'est Deadpool et son rôle à l'intérieur du crossover Secret War de 1986. Comment Deadpool a fait modifier les événements du crossover Secret War de 86. Et voilà, et c'est rigolo et anecdotique comme un bon nombre de publications de notre ami Deadpool. On a un tome de Moon Knight par Jeff Lemire. Alors Moon Knight c'est pareil en termes de publication, c'est le bordel. Il va falloir trouver une solution pour réussir à suivre tout ça. Mais globalement là ce qui sort sur Moon Knight en ce moment dans cette collection, toujours dos gris et tout, est plutôt qualitatif. Et moi j'adore ce personnage. Et du coup ce qu'on en fait aujourd'hui, en fait Moon Knight c'est un peu le pendant de Batman dans l'univers Marvel, et pour le coup il a une problème de dédoublement de personnalité. Il a 3 ou 4 personnalités et on a du mal à savoir qui est la vraie personnalité et est-ce que finalement tout ça ne se passe pas uniquement dans sa tête et ce genre de choses. Et donc voilà, oui, dans ce récit, en fonction, il y a un dessinateur et une ambiance en fonction de la personnalité qu'il est. Il y a cette personnalité chauffeur de taxi, donc qui va être plutôt dessinée par Frank Avila et se passer dans un univers urbain. Il y a putain, j'ai plus les noms ce soir, c'est incroyable. Sa personnalité un peu plus mondaine où il est producteur de films, et puis il y a un truc qui se passe dans l'espace. Et donc à chaque fois, chaque dessinateur raconte l'histoire à sa façon. Et ça tenait plutôt bien la route. Et Moon Knight globalement, ça tient plutôt bien la route. Et on cherche en permanence à savoir est-ce que ce qui se passe dans le bouquin est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai du tout et c'est faux. On a vu ça tout à l'heure. Alors ça s'appelle Clusters. Ça sort chez Aquileos, c'est un autre bouquin de Ed Brisson, et là c'est hyper compliqué. On est sur une sorte de planète prison, il y a un groupe de prisonniers qui va être envoyé, alors du coup c'est une planète prison mais ils doivent miner des ressources ou un truc comme ça, et en fait il y a une nana qui est envoyée dans une mission, dans un groupe, un peu pour se faire tuer, et puis on se rend compte que elle est liée à une personnalité politique de ce monde-là, et qu'en fait il faudrait trouver une solution pour la sauver, mais en fait elle a déjà été envoyée en mission, donc il faut... Enfin, bref. Il y a action, menace, politique, tout est réuni dans ce magnifique cluster, sorti encore une fois chez Aquileos. C'est sorti en même temps que Sheltered qu'on a vu tout à l'heure, et du coup voilà, ce sera un peu plus orienté action dans l'espace. Mais ça, encore une fois, c'est hyper bien. Et oui, il y a beaucoup de choses hyper bien chez Aquileos. C'est un truc, un fait... Qui sera avéré. On a le Earth 2 Convergence que j'ai acheté juste avant le déménagement. Je vais pas faire semblant, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas acheté pour Earth 2 qui est pas une série que je suis particulièrement, mais je l'ai plutôt acheté parce que j'avais envie de lire le Cross Convergence. Voilà.
On a le 4e tome de Green Lantern, donc c'est les volumes de Green Lantern consacrés au New 52. Il est dans un carton depuis tellement longtemps que je l'ai racheté la semaine dernière, donc il va falloir que je le ramène. On a les Greg Rucka présente Wonder Woman, parce que Greg Rucka et parce que Wonder Woman, donc il y a les tomes 1 et tome 2. Le tome 1 il commence par cette histoire Kieta, je sais pas quoi, Ikitia, enfin je n'arrive pas à enregistrer le nom de ce truc et à le redire. Et en fait Iketeia, c'est plus vraiment facile. Iketeia. Et en fait, c'est une histoire qui va opposer Wonder Woman et Batman, parce que Batman est sur la trace d'une nana que Wonder Woman va devoir protéger. Elle a fait le serment de le protéger. Et du coup, Wonder Woman est un peu prise entre ses obligations de super-héroïne et ses croyances ancestrales. La modernité contre les croyances. Et donc elle se retrouve pris entre deux feux et elle va devoir affronter Batman. Et puis ensuite Greg Rucka déroule son histoire avec une Wonder Woman qui est ambassadrice de l'ONU. Et en fait, Wonder Woman, dans les premiers tomes, par exemple, on la découvre à travers les yeux d'un assistant parlementaire qui vient d'être recruté pour l'aider. Et on la voit jamais, en fait. Elle est tout le temps occupée et tout. C'est qu'une ombre qu'on voit passer vite fait. Et voilà. Et ce postulat est hyper intéressant, hyper bien. Et du coup, après, c'est Greg Rucka qui écrit Wonder Woman comme personne. Et du coup, c'est hyper intéressant à lire ou à relire en même temps que les épisodes que Greg Rucka publie actuellement dans Wonder Woman Rebirth. Pour terminer, les 3 tomes de ce carton, c'était 2 Valiant et 1 DC, avec Robin, le fils de Batman, qui est une histoire consacrée à Robin, le fils de Batman, oui, vous pouvez jouer chez vous. C'est signé par Peter Gleason, sans Tomasi en fait, et du coup ça marche moins bien. C'est bien dessiné, aussi bien dessiné que dans Batman and Robin, dans la série Batman et Robin, mais il y a un truc qui fonctionne pas dans cette série et qui fait que moi j'ai pas plus accroché que ça. Mais c'est intéressant à lire pour suivre l'évolution du personnage en attendant la série Super Sons. Et puis on a 2 tomes Valiant, le Bloodshot Reborn, c'est le 4e tome de Bloodshot Reborn, et le Ivar Time Walker. Ivar Time Walker, c'est une histoire de voyage dans le temps un peu à la Doctor Who. Et donc Ivar, c'est le frère du guerrier éternel qu'on a vu tout à l'heure et de Armstrong qu'on a vu dans la série Archer and Armstrong. Et du coup, c'est une histoire de boucle temporelle, de voyage dans le temps, de tout genre de choses. Et puis Bloodshot Reborn, donc c'est le 4e tome de la série. Bloodshot va se retrouver sur une île où il va trouver des versions obsolètes de lui-même, en fait, de soldats du programme Bloodshot. Il va réussir à échapper à une menace sur cette île avec ses copains, sinon il n'y a pas d'histoire. Et c'est le dernier tome de la série Bloodshot Reborn, qui est elle-même un prémisse à la série Bloodshot USA. Voilà, maintenant on est à peu près complet. Bon, vous avez vu tout ce qu'on a là-dedans. Il va donc être temps de passer à un 2e carton. Et donc, nouveau carton sous vos yeux, Zebai, un carton qui s'appelle A jusqu'à D. Donc jusqu'à présent, c'était un carton de CD, puisqu'il contenait les CD de ma collecte, de la lettre A jusqu'à la lettre D. Voilà, ça ne t'aura pas échappé. On continue à ouvrir tout ça. Et j'attends bien sûr vos commentaires sur tout ce qu'on découvre ensemble. S'il y a des séries que vous avez lues, que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimé, des trucs que vous avez achetés à cause de moi ou grâce à moi, grâce à cette émission, voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires afin qu'on en discute et qu'on en papote. Voilà, si vous voulez parler de Comics Mag dans les commentaires aussi, pourquoi pas, ça peut le faire. On a la publication de North Star Comics, qui est un tout petit label d'édition indépendant, avec une série qui s'appelle Oplitea. Oplitea, c'est une production française, c'est une histoire de Panthéon, s'il fallait résumer un peu à la Wonder Woman. Et je ne suis pas bien fan de cette série, ça ne marche pas sur moi. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, sur moi, ça ne marche pas. On a des publications Delcourt avec Luther Strode, par exemple, de Justin Jordan et Tradmoor. Et Luther Strode, ouais, c'est hyper bien gratté, dessiné. C'est le principal intérêt de cette série. Avec le dessin
complètement ouf de Tradmoor. C'est l'histoire d'un gamin qui, à force de se faire tabasser, a fini par prendre des mesures et à suivre un programme d'entraînement qui va lui permettre de devenir une sorte de super pouvoir, une super mec qui défonce tout à main nue. Et du coup, voilà, c'est hyper bien, c'est hyper violent et c'est gratté de ouf par ce petit Tradmoor qui depuis a fait du Ghost Rider. Le Ghost Rider avec une voiture, c'est lui. On a aussi chez Delcourt l'intégrale de Telos. Telos, on a déjà eu l'occasion d'en parler quand on a trouvé les éditions en Comic Book. Du coup, c'est cet univers féérico-fantastique créé par, qui est habité d'ailleurs par un garçon et par son ami à tête de tigre, où ils vont croiser une princesse, se faire aider par des génies pour échapper à des grenouilles ninja et tout. Enfin, c'est hyper bien, hyper fun, hyper coloré. Et du coup, c'est sorti en intégrale chez Delcourt. On a aussi Rising Star qui est ressorti chez Delcourt avec le tome 3, mais aussi le tome 2 et qui ne serait rien sans l'essentiel, le tome 1. Rising Star, on en a déjà parlé quand on est tombé sur ces éditions en Comic Book. C'est l'histoire de cette comète qui a traversé un bled aux États-Unis et tous les enfants qui étaient en gestation, qui étaient dans le ventre de leur mère, qui étaient les enfants à naître au passage de cette comète, sont nés avec des super pouvoirs. Donc ça c'est cool, on a fait des expériences sur eux et tout. Et puis plus tard, dans le futur, on va découvrir qu'il y a des morts. Et que les morts sont tous des enfants de cette génération. Et donc il y aurait un tueur de super-héros. Et donc ils vont s'organiser et essayer de trouver qui tue les super-héros, un peu à la façon de Who Watch the Watchmen. C'est une série de Joe Michael Straczynski, qui n'était pas encore scénariste de comics à l'époque. C'était sa première vraie série de comics, alors qu'il venait de la série télé, puisqu'il était le scénariste de la série Babylon 5, qui est une sorte de croisière s'amuse dans l'espace avec des masques un peu plus sympas. Et donc voilà, c'est la première grosse série comics de Straczynski. Et oui, c'est ça qu'il fallait savoir pendant que je déballe ce carton et que je te présente le Spider-Man Marvel Knight de Mark Millar et Terry Dodson. Alors c'est un Spider-Man que j'aime tout particulièrement parce qu'il est écrit par Mark Millar et parce qu'il est dessiné par Terry Dodson. C'est une BD qui m'a valu un très très gros fail dans le numéro 2 de Comics Mag, que je vous invite à vous procurer pour trouver de quel fail on parle. Mais il faut savoir que c'est pas le seul Spider-Man dessiné par Terry Dodson, ça vous donnera un petit indice. De quoi ça parle dans cette histoire? Il y a notamment un vendeur de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font de la vente aux enchères pour essayer de distribuer des pouvoirs. Et par exemple, on va vendre Venom aux enchères dans ce truc-là. Bon, c'est du Terry Dodson, donc à mon avis, c'est hyper bien dessiné. J'adore le style de cet auteur. Et c'est une histoire complète, du coup, de Spider-Man, pleine d'action, qui fonctionne plutôt bien, qui est peuplée par ses ennemis historiques. On a vu Electro, on a vu Osborn, il y a le vautour qui est là, enfin... Voilà, ça fonctionne hyper bien. C'était sorti en édition souple, pas très cher chez Panini, et c'est pour ça qu'on le retrouve là-dedans. On a Rêverie, qui est une histoire, comme vous le voyez, de Nick Spencer, avec un certain Coulson à l'intérieur. Et du coup, c'est une BD un peu BD de commande qui permet d'introduire dans l'univers des comics et de justifier un peu la création de Agent of S.H.I.E.L.D., de la série télé Agent of S.H.I.E.L.D. C'est pas très bon, mais il y a des trucs intéressants dans cette série, et c'est pas non plus la purge complètement annoncée. Surtout dans une édition comme ça, où ça vous fait un bouquin complet, en souple, à pas très cher. Franchement, j'ai lu beaucoup de saletés sur cette série-là, et bon, voilà, c'est pas la littérature de l'année, mais c'est une lecture popcorn assez sympa. On a l'édition toujours donc en Marvel Select, ce format souple et complet de la trame principale du crossover Secret Invasion, qui pour moi était une super idée. Secret Invasion, ça explique que il y a quelques années, des Skrulls, donc qui sont des extraterrestres métamorphes, ont remplacé certains personnages de l'univers Marvel, et qu'il y a certains personnages par exemple qu'on croyait morts et qui en fait sont les Skrulls qui les remplaçaient, qui eux sont morts au combat. Et donc on va découvrir que les Skrulls infiltrent les États-Unis depuis et le monde des super-héros depuis des années, et que du coup, ben voilà,
on a plusieurs générations de personnages qui vont se rencontrer, et que du coup, on peut plus faire confiance à personne, on ne sait pas si les gens sont vraiment des super-héros ou si en fait c'était des Skrulls. Ça part hyper bien, comme avec les crossovers, les events annuels de Marvel de cette époque, ça fonctionne pas bien à la fin, c'est un peu le truc fourre-tout, et c'est expédié un peu rapidement alors qu'il y avait plein de bonnes idées à creuser là-dedans. Bon, toujours pareil, dans cette édition à 16 balles de mémoire, voilà, ça valait carrément le coup de se procurer Secret Invasion. Un peu mieux, on a House of M qui est le premier gros crossover de l'ère Avengers par Brian Michael Bendis. House of M pour le coup c'est un Elseworld, c'est gratté par un certain Olivier Coipel qui serait un auteur français que certaines personnes connaîtraient. Et donc House of M, ça raconte c'est un monde, un Elseworld en fait, un monde parallèle d'une autre, dans lequel en fait c'est Magneto, Vif Argent et la sorcière rouge qui contrôlent le monde. Et comme d'hab dans ces trucs là, il y a un héros qui se rend compte que le monde n'est pas le vrai monde, et donc il va tout faire pour essayer de remettre le monde droit. Dans cette collecte, il y a eu des rééditions de Deadpool, et donc ça permet de relire les épisodes de quand j'étais petit. Ça sortait en kiosque quand j'étais petit, ces épisodes-là, de Deadpool par Joe Kelly, donc ça doit être le numéro 2 de mémoire, mais bon, il n'y a pas de numéro sur les dos de ces bouquins, ce qui est hyper pratique. Du coup, ça nous fait un petit Deadpool par Joe Kelly, donc bon voilà, c'est typique du comics fin années 90, début années 2000, avec la première série régulière consacrée à Deadpool de mémoire. Ensuite il y a le bouquin, alors là on change de collecte, on est dans Marvel Monsters, il y a l'intégrale de la série Deadpool Mercenaire Provocateur, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Miss Hulk qui sont excellents. Miss Hulk, ça fait partie des trucs que j'ai revendu et finalement que j'ai racheté parce que c'est hyper bien. Ça vaut pas la série de Miss Hulk de Byrne qui est sortie que dans les numéros de Nova et qu'on retrouve pas en réédition. S'il vous plaît, rééditez-moi ça. Mais ça fonctionne bien et c'est assez cool. Et bon courage pour essayer de le trouver parce que c'est sorti il y a quelques temps. Il y a pareil le Marvel Monster, la mort de Deadpool, qui finit les épisodes d'un kiosque. Alors je sais plus quelle génération de kiosque c'était, mais la fin du kiosque était dans le Marvel Monster. Tout ça pour booster un peu le truc et reprendre une publication plus proche des États-Unis. Donc voilà, ce Deadpool est là. On a en Marvel Monsters, la spécialité de Panini, c'est de sortir des extensions et des épisodes de tie-in ou des épisodes secondaires à un événement. Donc les épisodes secondaires de Secret Invasion sont dans le Marvel Monster Secret Invasion 1 et Secret Invasion 2. Donc sur un crossover qui est un crossover de plutôt milieu de gamme, les épisodes secondaires, vous imaginez que c'est du secondaire de milieu de gamme, donc c'est pas non plus la lecture de l'année. Mais encore une fois, sur des formats comme ça, sur des comics à pas cher, ça permet de lire des trucs qu'on n'aurait pas achetés dans des éditions luxe ou reliées. On a toujours donc les Deadpool de Joe Kelly, avec toujours pas de numéro sur les trucs. Ça doit être le premier quand même. Du coup, j'imagine que celui-là doit être le 2, ça je regarderai sur les collects. Donc voilà, Joe Kelly et Ed McGuinness sur Deadpool, c'est les épisodes de quand j'étais petit, hein, voilà. Et ça fait plaisir, dans des rééditions un peu jolies. On est de retour chez Marvel Monster avec la fin des épisodes de Captain Marvel. Il y a le Marvel Monster 1 et le Marvel Monster 2. J'adorais cette incarnation de Captain Marvel. C'est Peter David et Steve Cross de mémoire, ou Chris Cross ou un truc comme ça, qui dessinait ça. Ça a commencé en kiosque. C'était des kiosques à dos orange, alors je me souviens plus le nom, mais on va les retrouver probablement dans une prochaine émission. Et puis la fin de la publication de la série s'était faite sous forme de Marvel Monster et ça permettait d'avoir la fin des aventures de Jenny Svel et de son pote Rick Jones, dans lequel sa meuf se barrait pour vivre une amourette avec Dragon Lune, hein. Donc quand t'as été le sidekick de Captain America et de Hulk et de Captain Marvel, ça empêche pas ta meuf de partir avec une autre meuf. C'était un peu le message de cette série Captain Marvel à la fin des années 90. On a Anonyman, qui est une des premières productions de Merluche Prod, et qui est le bouquin scénarisé par Thomas Rivière. Et Thomas Rivière qui tient Original Comics aujourd'hui, avec sa petite dédicace. Anonyman, c'est un peu difficile de le juger. D'abord parce que c'est une œuvre de jeunesse pour l'auteur et pour le dessinateur. Ensuite parce que c'est un peu court pour en savoir plus. En plus, il n'y a jamais eu la suite. Et de toute façon, c'est pas un truc que vous réussirez à trouver facilement. Donc, on passe. On a les
les raids de Transmétropolitane, volume 1 et volume 2. Tac, comme ça vous les avez. Transmétropolitane, c'est l'œuvre de Warren Ellis et Derek Robertson qui raconte cette dystopie dans laquelle le journaliste d'investigation Spider Jérusalem va reprendre du service parce que le monde ne tourne pas comme il devrait. Il décide lui de mettre un peu les pieds dans le plat et du coup il y a plein de trucs rigolos. Enfin, par exemple, s'ils ont des tronches bizarres, c'est parce qu'ils se font greffer des organes d'extraterrestres. C'est la dernière mode dans ce monde-là. C'est trashy, c'est outrancier, ça raconte plein de trucs sur la politique et tout, et qu'on se déculpabilise tous. Vous avez le droit de pas aimer Transmétropolitane. Par exemple, moi j'accroche pas du tout à Transmétropolitane, qui pourtant est un bouquin qu'il faut aimer quand vous êtes amateur, lecteur de comics. On est obligé d'aimer ce truc-là, quand on est obligé d'aimer Watchmen ou Preacher. Transmétro, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la saga complète, c'est marqué dessus, Wolverine Origins, mais c'est pas la première saga, donc ça doit être c'est la suite probablement du Wolverine Origin. Alors là je ne sais plus, voilà, c'est Origin 2 en fait qui est compris dans ce kiosque. On va aller hyper vite sur les kiosques parce que franchement c'est un peu complexe. On a du coup du kiosque X-Men avec le numéro 12B, le 11B, le numéro, je sais pas, ça doit être le 10 j'imagine, le 9B, le 8B, le 7B. Lettre, c'est la couverture. À chaque fois il y avait deux couvertures, par exemple 7B et 7A. Voilà, il y a deux covers à chaque fois pour le même contenu. La couverture 6B, la 5B, la 4A, la 3B parce que évidemment Scotty Young, tu peux pas tester, la 2A et puis la couverture numéro 1, couverture 2 du numéro 1 par Campbell, et donc ça fait les 12 kiosques X-Men de l'année 2013-2014, et puis ensuite évidemment ça a été rebooté. Vous connaissez les histoires de numérotation, enfin j'imagine, je dis ça juste pour dire du mal en fait. On a le X-Men Universe de la même période avec le numéro 8, le numéro 7, le numéro 6, le numéro 5, le numéro 4, le numéro 3, le numéro 2 et pour être complet, le numéro 1. Les X-Men Universe, je les achetais principalement parce que à l'intérieur, je vais bien sûr trouver le seul dans lequel il n'y en a pas, voilà. Il y avait le Savage Wolverine qui était la série qui était dessinée par Frank Shaw et par Joe Madureira consacrée à Wolverine, donc rien que ça valait le coup. Si on continue, on a des kiosques Marvel Heroes Extra, donc c'est les épisodes qui correspondent à Shadowland. On a du Dark Reign. Pourquoi j'ai ça? Ça fait partie de l'eau que j'ai dû acheter sur internet où tu achètes des comics et voilà, et que j'ai dû garder parce que c'est Tom Rainey qui dessine, et que Tom Rainey c'était le dessinateur de Stormwatch que j'aimais bien. Et je vous parlais des kiosques Captain Marvel à dos orange, et ils sont là pour vous ce soir. Donc Captain Marvel, la saga était dans Marvel Heroes hors série numéro 1, la suite dans Marvel Heroes hors série numéro 5, puis dans Marvel Heroes hors série numéro 9, Marvel Heroes hors série 10, Marvel Heroes hors série 11, puis le 14, puis le 16, puis le 18. Tu vas dire il manque des numéros, et ben non, en fait il manque que les numéros dans lesquels il n'y a pas les épisodes de Captain Marvel. Mais avec ça et les deux monsters qu'on a vus tout à l'heure, eh bien je suis complet. Donc si tu voulais lire les épisodes de Captain Marvel, il fallait collectionner les numéros 1, 5, 9, 10, 11, 14, 16 et 18. Je ne sais pas quelle est la logique derrière ça, mais en tout cas, bon, j'ai les épisodes, donc je ne vais pas me plaindre. On a Halo qui est sorti, donc on est de retour dans ces bouquins de la collection Marvel Select en souple. Halo, je l'ai acheté un peu comme ça, juste pour voir. En plus, c'est dessiné par Alex Maleev, c'est pour ça que j'avais décidé de jeter un œil. Et en fait, je connais pas le jeu, j'y joue pas. Et ça marche pas mal. J'ai lu que la première histoire, celle de Bendis et Maleev. J'ai pas lu Fred Van Lant et Francis Portela, et j'ai pas lu Peter David et Eric Nguyen. Mais la première histoire était cool, et du coup voilà. Et j'ai pas eu le temps de finir ce truc. Il va retourner rapidement sur ma pile à lire. Qu'est-ce qu'on a? On a le Ennemi d'État de Mark Millar et John Romita Jr. C'est une saga donc de Wolverine, hein, vous l'aurez compris, pilotée par Mark Millar. C'est pas ouf. On a Wanted
qui est sorti chez Delcourt, donc qui est le Mark Millar et J.J. Jones, qui a été adapté en film, qui s'appelle Wanted, qui est avec Angelina Jolie, et le film n'a rien à voir avec le comics. Le comics, c'est l'histoire de ce gamin qui va devoir reprendre l'héritage de son père, qui était le meilleur tueur du monde, dans un univers où les super vilains ont gagné la guerre contre les super héros, et donc c'est bourré de références à des personnages de comics. Et le comics c'est hyper bien, grossier, irrévérencieux, voilà, du Mark Millar comme on peut l'aimer. Il y a Class War qui est sorti chez Delcourt, qui était mon premier contact avec le boulot de Trevor Erskine, enfin mon premier contact identifié. Ça sort il y a hyper longtemps. On va regarder le copyright histoire de se faire un peu peur, mais ça doit bien avoir 10 ans, 15 ans peut-être, voilà, 2005 pour la publication de ce bouquin, et j'étais tombé là-dessus un peu par hasard, et j'avais adoré ce truc-là, où du coup c'est un super-héros qui, pour des raisons politiques, va se retourner contre ses anciens collègues, et ça fonctionne hyper bien. Bon courage maintenant pour le trouver. On a aussi les 3 tomes de Super World, tome 1, tome 2 et tome 3, et Super World, ça fait partie de ces séries qui étaient publiées comme Badass, dans un label de Delcourt qui proposait de faire du comics à la française. Je ne sais plus de quoi ça parle. Supérieur, c'était pas mal de mémoire, j'avais bien aimé Badass. Supérieur ensuite, c'était cool, sans être aussi bien que Badass de mémoire, et ensuite les autres titres de ce label pour moi ne fonctionnaient pas, et donc je ne sais plus de quoi ça parle. J'aurais bien pu vous présenter ces titres aujourd'hui. En attendant, moi j'ai trouvé beaucoup de doubles à l'intérieur, puisqu'il y a des trucs que j'ai là, que je vois en étagère, et que je viens de sortir de ces cartons. Donc il va falloir que je trouve des acquéreurs pour ces bouquins que finalement j'ai achetés en double. Ça va être ma tâche de cette semaine. Votre tâche à vous de cette semaine, c'est de commenter cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne, de dire à vos amis que ce truc-là existe, et surtout dans les commentaires de nous dire ce que vous avez pensé de ces comics. Si vous en avez lu, si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, s'il y a des trucs que vous cherchiez, si je vous ai fait acheter des comics avec cette émission, puisque ça fait 29 semaines qu'on se retrouve le mardi pour unboxer des cartons de comics. Il faut savoir que l'émission se termine bientôt, puisqu'il y aura 32 épisodes de ces unboxings de ma collection de comics. Donc bientôt la fin, en tout cas, la semaine prochaine je serai là, même heure, même jour, même chaîne YouTube, pour la suite des unboxings de ma collection de comics. Et je compte sur vous pour être là, parce que si je le fais tout seul, c'est beaucoup moins drôle. Du coup, à plus!